Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast L'Hebdo des marchés, d'ailleurs le dernier numéro de l'année 2024. J'ai, comme toutes les 2 semaines, le plaisir d'accueillir Marc Toiti sur ce podcast. Bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver. Et ravi de vous retrouver. Donc, beaucoup de choses à dire en Ah cette fin oui, d'année. On pensait avoir le rallye de fin d'année traditionnel et puis Jérôme Powell est venu un petit peu doucher les espoirs d'un rallye de fin d'année, puisque on va revenir sur les marchés en fin de podcast, mais juste la séance d'hier a été vraiment très mauvaise pour les États-Unis, puisque on a noté un moins 3% pour le S&P 500, moins 3,5% pour le Nasdaq et moins 4% sur la séance pour le Russell 2000, hein, c'est l'indice des small et mid cap aux États-Unis. C'est la plus forte baisse journalière depuis 2020. 2020, ça ne nous rappelle pas des bons souvenirs. Alors effectivement, Jérôme Powell qui a douché les espoirs des investisseurs sur beaucoup de baisses de taux en 2025. On vous l'avait annoncé ici même, hein, que ce soit sur notre podcast il y a 15 jours, ou alors la semaine dernière sur le webinaire, hein, d'ailleurs, qui est toujours en ligne. Merci, vous avez été très nombreux à le suivre. Ça fait plaisir d'avoir effectivement vos retours, donc merci encore. Mais c'est vrai que voilà, c'était inévitable. Même la baisse des taux d'intérêt d'hier n'était pas justifiée, sachant qu'on a eu des très bons chiffres de l'économie américaine. On a une croissance qui se maintient à 3%. Les indicateurs des directeurs d'achat dans les services en début de semaine qui ont flambé, c'est assez incroyable. Donc, l'indicateur composite continue de monter et affiche une croissance de l'ordre de 3,5%. C'est assez incroyable. Donc, et parallèlement, la semaine dernière, on a eu donc l'inflation du mois de novembre qui continue d'augmenter. 2,7% en glissement annuel pour l'inflation globale. Et si on regarde hors énergie et produits alimentaires, on est à 3,3%. Et surtout, les indicateurs avancés de l'inflation, c'est-à-dire les prix à la production, eux aussi ont continué d'augmenter fortement. Donc, l'inflation est toujours forte aux États-Unis. Donc, on a une croissance forte, inflation élevée, indicateurs avancés de l'inflation qui sont élevés, Mm. le plein emploi, hein, je rappelle qu'il y a toujours 4,1, 4,2% de taux de chômage, Mm. et les salaires qui augmentent de plus de 4% l'an, c'est-à-dire Mm. plus que l'inflation. Donc ça alimente évidemment l'inflation, Et, donc et tant mieux pardon, pour les Américains. et une politique de Trump qui ça va s'avérer aussi inflationniste. Alors évidemment, si, Oui. alors pour Mm. l'instant, attention avec Trump, faire attention parce qu'il a dit beaucoup Oui, de choses, est-ce qu'il va tout faire? C'est oui, un homme bien sûr. d'affaires, hein, donc il est dans la Mm. négociation, il fait un peu peur pour après justement peut-être revenir un petit peu en arrière et faire des concessions. Donc, mais néanmoins, c'est vrai qu'on aura certainement, s'il y a des droits de douane qui augmentent comme ça du jour au lendemain, à Mm. moyen terme, ça serait peut-être bon pour les États-Unis, mais à court terme, ça va faire évidemment de l'inflation. Mais néanmoins, ce qui fait surtout de l'inflation aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire la croissance qui est forte. Et donc, la Réserve fédérale américaine qui a encore baissé les taux d'intérêt hier, ben, c'était pas justifié, hein, parce que Mm. donc on est à 4,50% de taux monétaire, c'est relativement élevé, c'est vrai, mais avec une croissance très forte et une inflation toujours forte, ben, elle prend des risques, la Réserve fédérale. D'où le message d'hier de Jerome Powell en disant, bon, j'ai pas voulu décevoir les marchés, donc j'ai quand même baissé les taux d'intérêt, et maintenant, ça y est. On ne peut plus continuer parce qu'il y a une croissance forte, hein. Je rappelle que pour baisser les taux d'intérêt, il faut des justificatifs, hein. Mm. Il faut donc une inflation qui baisse très fortement. Ça veut dire une inflation qui soit sous les 2%, hein. Je rappelle que l'objectif de la Réserve fédérale, c'est 2% d'inflation. On est quand même à 2,7, peut-être même bientôt 3, et hors énergie, on est déjà à 3,3%. Donc là, la Réserve fédérale ne peut pas évidemment baisser les taux d'intérêt, et surtout qu'il y a une croissance très forte. Donc ça ne se justifie pas. Et donc c'est vrai que les marchés ont été surpris hier. Bon, ils l'ont un peu mal pris. Ils croyaient que c'était déjà Noël, entre guillemets. Ben non, hein, donc, encore une fois, il y a, c'est le travail de la Réserve fédérale, j'ai envie de dire encore une fois, c'est de limiter l'inflation, de garantir une croissance saine, d'éviter trop de dérapages également sur les marchés boursiers. Donc, moi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est vrai que ça fait un peu peur, ça déçoit, mais néanmoins, c'est ce qu'on évoquait d'ailleurs. On a besoin de reconnexion de la réalité boursière à la réalité économique. Le problème, c'est que, évidemment, ça crée une tension comme ça donc, avant la fin de l'année. Parallèlement, on voit que le dollar s'est encore apprécié donc, et l'euro a chuté, hein. On est passé sous les 1,04 dollars pour un euro hier. Là, on remonte, on est autour des 1,04 dollars. Donc, mon objectif de 1 dollar pour un euro, on va l'avoir évidemment, Mm. d'autant que l'économie de la zone euro et de la France en particulier est particulièrement moribonde. Alors justement, oui, on peut parler de l'Europe maintenant, effectivement, et de la France. On a vu la semaine dernière des PMI qui ont été négatifs, notamment l'activité manufacturière qui décroît de trimestre, enfin de mois en mois. En revanche, sur les services, ça s'améliore aussi. Donc, il y a aussi une petite divergence aussi entre services et industrie. Alors oui, toujours, régulièrement, à l'approche des fêtes de fin d'année, c'est vrai qu'il y a Mm. toujours souvent, même si c'est corrigé des variations saisonnières, il y a quand même un impact service qui booste un petit peu, Mm. sauf sur la France.
C'est sauf ça sur la le drame, France. hein. C'est-à-dire que on a eu une Mm. petite amélioration dans les services en Allemagne, L'Allemagne. également dans l'ensemble de la zone euro. Dans l'industrie, ça plonge encore. Par contre, en France, on reste en récession partout. Mm. Et si on regarde l'industrie, on est même sur un plus bas depuis la récession de 2009, hors période Covid, hein, évidemment. Mm. Donc, ce qui veut dire que là, c'est quand même très dangereux ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France. On ne se rend pas compte. Encore ce matin, viennent de sortir les chiffres de l'INSEE, hein, donc du climat des affaires. Là aussi, on est sur des plus bas depuis juillet dernier, c'est-à-dire le lendemain de la dissolution. Et après, il faut remonter là aussi à 2014 pour trouver des plus bas, voire 2009. Donc, ce qui montre bien qu'attention, l'activité est vraiment en train de baisser très fortement en France. J'ai fait un petit peu le tour de France dernièrement pour faire des conférences auprès de chefs d'entreprise. C'est très, très mou, voire catastrophique, puisque beaucoup d'entreprises, malheureusement, sont en train de disparaître. On a, je dirais, l'explosion des défaillances d'entreprises, donc des faillites d'entreprises. Et dans le même temps, avec cette crise politique qui n'en finit plus en France, parce qu'il n'y a toujours pas de gouvernement finalement, eh bien, on se rend compte que tous les projets d'investissement sont gelés. Et ne l'oubliez pas, hein, je l'avais déjà évoqué, ça fait 4 trimestres déjà que l'investissement des entreprises en France baisse. Donc, Mm. c'est pas juste lié à la dissolution. Ça fait déjà longtemps qu'on a une situation catastrophique. Alors, c'est vrai que le ministre de l'économie, l'ancien, enfin, celui d'avant, hein, en l'occurrence Bruno Le Maire, n'arrêtait pas de dire oui, c'est le retour des 30 glorieuses, c'est le plein emploi, etc. Donc, les Français ne comprennent pas ce qui se passe parce que, évidemment, ils avaient une sorte de lunettes déformantes, si vous voulez. Donc, mais là, aujourd'hui, on est face à la réalité. Même l'INSEE, même la Banque de France, qui justement voulait un petit peu masquer la réalité, aujourd'hui disent également, ça y est, il y a une croissance très faible, voire je pense même une récession, hein, l'activité est en train de baisser en France au 4e trimestre, et parallèlement, on aura également une baisse au premier trimestre 2025, donc 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB. C'est la définition technique de la récession, plus encore une fois la crise politique en Allemagne. Donc les Mm. deux principales économies de la zone euro, hein, l'Allemagne et la France, sont dans une crise politique et une crise économique, et également une crise financière, puisque ça aussi, les taux d'intérêt continuent d'augmenter sur la dette publique, notamment française. Là, ce matin, on est à 3,1% sur le taux 10 ans. Et c'est vrai que je l'évoquais il y a quelques semaines déjà, le taux 10 ans français est passé au-dessus du taux 10 ans grec. Donc on dit non, mais ça ne va pas durer, ça va, il passe en dessous. Non, sauf que là, on voit qu'on on est au même niveau. Le taux 10 ans français reste au même niveau que le taux 10 ans grec. Donc ça montre bien qu'aujourd'hui, les investisseurs sont extrêmement inquiets. On a eu la semaine dernière la dépréciation, hein, donc la dégradation du moins de la note de la France par Moody's, qui s'est juste ajustée au niveau des autres agences, c'est-à-dire Fitch et Standard Poor's. Et là, il pourrait y avoir une nouvelle dégradation en début d'année, je pense par Fitch notamment, et on pourrait tomber simple A. Et si on tombe simple A, il y a énormément d'investisseurs qui ne pourront plus acheter la dette publique française. Ça veut dire que les taux d'intérêt vont encore augmenter, ce qui va casser l'activité économique. Vous voyez, c'est le cercle pernicieux, parce que s'il y a une récession, il y a plus de chômage, plus de déficit, donc plus de dettes, donc les taux d'intérêt augmentent encore, et ainsi de suite. C'est ça qui est dangereux. Nous sommes exactement dans cette situation un petit peu, donc ce cercle pernicieux aujourd'hui en France. Et malheureusement, on ne voit pas comment on va s'en sortir, parce que même s'il y a un gouvernement, on nous dit dans quelques jours, ok, mais que va-t-il faire? Il n'y a toujours pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est ça qui, évidemment, va coûter cher à la France et à l'ensemble de la zone euro. Et donc, l'euro, évidemment, comme je l'évoquais, va continuer de baisser, parce que malheureusement, on n'inspire plus confiance. Entre les Américains qui vont très bien en termes de croissance, également au niveau mondial, hein, on est à 3% de croissance mondiale, ça va plutôt bien. Il n'y a que la zone euro et la France en particulier. Donc nous restons les parents pauvres, hein, voire les lanternes rouges de la croissance mondiale. Et ça, c'est évidemment très très dangereux pour le mois à venir. Donc bon, on va essayer de passer de bonnes fêtes quand même. Hein, donc carpe diem, hein, pendant les fêtes, hein, parce Ouais. que la rentrée va être un petit peu compliquée. Donc il faut en profiter. Oui, effectivement. Et non, mais juste pour compléter ce que tu viens de dire sur l'euro-dollar, effectivement, on a un différentiel de taux d'intérêt entre d'un côté la Fed et la BCE, où la Fed a annoncé, hein, hier, qu'elle allait baisser 2 fois ses taux d'intérêt contre 4 fois au mois de septembre. Donc, on a une division, enfin, deux baisses en moins, alors que la BCE devrait quand même baisser ses taux plus que la Alors, Fed, normalement. oui, Voilà. alors c'est vrai qu'on a déjà le spread qui est déjà à l'avantage du Voilà. dollar, et déjà d'ores et déjà dès aujourd'hui. Mais la BCE qui a baissé donc le taux d'intérêt la semaine dernière, elle dit Mm. qu'elle va encore le faire, mais ça va être compliqué parce que quand l'euro baisse, ça fait augmenter Mm. l'inflation importée, donc l'inflation globale également Mm. augmente. Donc si l'inflation augmente dans la Remonte. zone Ouais. euro, elle aura du mal à baisser les taux. Ce qu'a Oui, dit oui, tout à d'ailleurs fait. Mme Lagarde, a dit la semaine dernière, bon, on va encore baisser des taux d'intérêt si l'inflation baisse. Mais comme Mm. l'inflation va remonter
à cause justement de la baisse de l'euro. Même pour la BCE, ça va être compliqué, hein. Donc là, on Mmh, est vraiment dans la zone euro et en France en particulier, ce qu'on appelle la stagflation, ça veut mmh. dire récession, stagnation économique Ouais, et inflation qui va rester élevée. Mais c'est vrai que l'écart de taux va rester largement à voilà. l'avantage du dollar Ce sur qui, les taux monétaires, sur les taux obligataires et voilà. évidemment sur les écarts de C'est, croissance, ce qui est quand même c'est- l'essentiel pour la valorisation du dollar. Ouais, c'est pour cela qu'on dit que la parité devrait être atteinte sur l'euro-dollar courant d'année 2025. Alors maintenant, on va parler des marchés financiers. Donc, je le disais en préambule, des marchés américains qui ont vraiment chuté, mais qui se sont réajustés, on va dire, hein, parce qu'on avait des performances. Là, je regardais le Nasdaq qui progressait de plus de 30% depuis le début de l'année. Donc, une baisse de moins 3,5, ça le fait revenir aux alentours des 27% de hausse. Donc, il n'y a pas vraiment péril dans la demeure, hein. Ça va faire une très, très bonne année pour les marchés américains, pour le S&P 500 qui prend également 23% depuis le début de l'année. Hein, c'est quand même des performances qu'il faut rêver. Là où le CAC 40, lui, perd 2%. Hein, on est toujours négatif depuis le début de l'année. Évidemment, ces baisses américaines influent sur les marchés européens qui baissent également cette semaine. Alors maintenant, on va se tourner vers 2025, évidemment. L'année, elle est faite maintenant, puisque là, la semaine prochaine, c'est les fêtes de fin d'année. Il ne va plus y avoir de prise de position par les investisseurs, les gérants de portefeuille. Toujours est-il que eh bien, ça aura été une année, encore une fois, dominée par les Américains. Oui, Clairement. clairement, bon, on l'avait annoncé d'ailleurs ici même il y a un an, hein, donc ça c'est bon. Globalement, il y avait cet avantage USA, cet avantage États-Unis, bien entendu, sachant que nous, malheureusement, on voit bien, il y a cette dichotomie qui s'installe, c'est-à-dire vraiment c'est l'effet de ciseau, hein. Quand on voit les graphiques, je les avais montrés sur le webinaire, hein, on voit Mm. la bourse américaine qui effectivement continue d'augmenter. Bon là, évidemment, elle baisse, tout à fait logique, mais le CAC 40, qui évidemment, même CAC 40 avec les dividendes réinvestis, ça baisse fortement. Donc ça montre bien que on a cette crise de confiance, hein, donc Mm. cette défiance qui est en train de s'installer sur notamment la France. Et ce n'est pas que sur l'économie, ça rejaillit également sur les marchés boursiers, même si les marchés boursiers, évidemment, sur le CAC 40, 80% des profits sont faits à l'étranger. Donc on pourrait dire la France ne nous concerne pas. Mais si, Mm. ça nous concerne quand même parce qu'il y a cette inquiétude qu'ont les investisseurs aujourd'hui sur la France et de plus en plus forte, cette inquiétude, hein. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que malheureusement, la France ne peut pas tenir. Et donc, voilà, quand les investisseurs font leur choix d'investissement, ils mettent la France au dernier moment, finalement. Donc, c'est pourquoi il y a ce décalage. Et quant au marché américain, alors attention quand même sur la fin d'année, parce que même si c'est la trêve des confiseurs, justement, il n'y a pas beaucoup de volume. Donc, des fois, il peut y avoir des mouvements de forte ampleur. Il faut être assez prudent quand même. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il y aura une bonne année outre-Atlantique. Je rappellerai que sur le Nasdaq, quand même, hein, parce que c'est quand même énorme. Avant la baisse d'hier, hein, on était sur une hausse de plus de 1300%, hein, du Nasdaq depuis 2009, 1300%, hein, par rapport au plus bas Mm. qu'on avait atteint à l'époque. Donc, c'est quand même énorme. Donc, ce qui veut dire que si on regarde la crise, la bulle Internet, En 15 à ans. l'époque, le Nasdaq Mm. avait augmenté de 1100%. Mm. Sur un peu moins, sur une dizaine d'années, Oui. mais là, effectivement, mais c'est Mm. 1300%. Donc, c'est-à-dire que, puis on a eu quand même deux bulles successives, Mm. donc on a besoin de respiration, hein, je Et on pense a que des ça. valorisations aussi qui sont très élevées aux Exactement. On États-Unis. a des valorisations très très Mm. élevées. Et donc, il faut Ouais. prendre des respirations. C'est la vie boursière, c'est-à-dire que quand ça va trop loin, il faut que ça respire. C'est ce que Voilà. nous sommes en train de vivre. Je pense que ça va continuer Mm. également sur le début 2025. Alors après, bien sûr, Trump, et là, il y a une Trump mania aux États-Unis. Là, j'ai eu beaucoup d'investisseurs ces derniers jours donc des États-Unis qui me disent qu'effectivement, il y a une Trump mania aux États-Unis. Tout le monde est satisfait, sauf que voilà, on le voit, hein, la Réserve fédérale ne peut pas faire des miracles. Donc, elle ne pourra pas baisser les taux d'intérêt très fortement, malgré ce qu'avait dit Donald Trump. Bon, ils ont quand même une croissance américaine qui est très forte, mais il y a besoin effectivement de respiration. C'est ce qu'on est en train de vivre donc aujourd'hui. Je pense que donc ça repartira ensuite, mais là, il y a une phase quand même de prise de bénéfices assez nette. On ne faut pas hésiter, je dirais, à les prendre. D'ailleurs, tous les actifs, hein, je veux dire, en pâtissent, bien entendu. Mais c'est vrai que sur le Nasdaq, il y avait quand même des valorisations qui étaient assez incroyables, assez impressionnantes. Encore une fois, les PER, hein, les price earning ratio, c'est-à-dire par rapport au profit, on atteignait des niveaux complètement fous. Donc, là aussi, il faut Mm. reprendre ses esprits, encore une fois. Et je pense que la Réserve fédérale, elle fait son boulot, hein, même si ça fait plaisir aux investisseurs, elle fait son boulot. C'est-à-dire, c'est pas son métier, entre guillemets, c'est pas sa mission Mm. de faire plaisir au marché. Elle doit justement Bien garantir sûr. une certaine stabilité des marchés sur le long terme, une certaine stabilité financière. Donc, c'est normal qu'elle refuse de baisser trop fortement les taux d'intérêt, justement pour générer ces mouvements de prise de bénéfices, de respiration sur les marchés, pour repartir ensuite sur des bases plus saines. Donc, c'est ce qui va se passer, je pense, en 2025. En 2025, pour moi, c'est une année charnière. On en reparlera donc l'année prochaine quand on fera nos prévisions de Mm. début d'année, mais c'est vrai que ce sera une année charnière d'un point de vue boursier et surtout, je pense, d'un point de vue économique
pour l'Europe et pour la zone euro et pour la France. Ça va vraiment, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que soit la zone euro s'en sort, soit elle pourrait évidemment disparaître telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc ça sera à surveiller. Il y a quand même beaucoup de turbulences. Les Américains, les Chinois, les Indiens vont s'en sortir comme d'habitude. Et nous, malheureusement, on va souffrir parce qu'on n'est pas armé contre justement ces difficultés. Donc vraiment une année charnière pour 2025. Donc bien sûr, on sera là pour vous aider, hein, bien entendu. Bien sûr. Mais c'est sûr que il faudra s'habituer aux montagnes russes, hein, sans mauvais jeu de mots, en espérant qu'il n'y aura plus de guerre entre l'Ukraine et la Russie, qu'il n'y aura plus de guerre dans le monde, hein, ce qu'a promis Trump, espérons qu'il y parviendra. Ça nous permettra justement là aussi de retrouver, je pense, une meilleure dynamique à partir du second semestre 2025. Écoute, on verra ça et on suivra ça, bien sûr, et on commentera ça dans nos podcasts, évidemment. Merci Marc hein, pour Avec plaisir. Alors, passez de bonnes fêtes et puis bonne fête. Ouais. on se revoit l'année prochaine. On se souhaite une bonne année 2025, on l'espère pour toutes et tous. Et encore merci pour votre fidélité. Et donc voilà, comme vous le savez certainement maintenant, donc, je suis conseiller économique eToro. Voilà, donc je garde quand même mon indépendance, je garde bien sûr mon cabinet à ses défis, mais c'est toujours un plaisir. Bah, on se verra comme d'habitude hein, avec Antoine. On fera d'autres événements, etc. Sur Paris, un peu partout. Donc bravo, continuez de nous suivre et merci pour votre fidélité et votre soutien, vos messages. C'est vraiment très très sympathique. Donc voilà, il faut continuer. Donc passez de bonnes fêtes et à l'année prochaine. À l'année prochaine et bonne fête à tous. Salut.